Bonjour et bienvenue sur la présentation de la partie théorique du rapport d'audit énergétique. Alors ceci est la première feuille que vous allez rencontrer dans votre rapport. C'est ce que l'on appelle donc la feuille de route. Sur cette feuille de route, vous allez voir en premier lieu ce qu'on appelle donc l'échelle de performance énergétique. Donc c'est l'ensemble des labels que vous pouvez retrouver donc sur les euh, certificats énergétiques. Donc ça va du label G au label A++. Ici en orange, dans ce cas-ci, vous avez votre situation initiale, donc c'est la première flèche. Donc elle, c'est la situation initiale par rapport à l'ensemble des éléments que j'ai pu relever sur place ou que vous avez pu me fournir lors de la première visite et qui résulte donc de l'encodage de l'ensemble de ces éléments au niveau donc énergétique. Vous allez ensuite retrouver une ou plusieurs flèches. Ici, donc, on en a 4. Donc, ce sont 4 étapes distinctes dans lesquelles donc, vous avez une série de travaux recommandés différents. Et vous avez ici le visuel sur donc l'échelle de performance de là où vous pouvez arriver si vous réalisez les travaux tels qu'ils ont été décrits dans cette étape-là. Donc bien entendu, dans la suite du rapport, donc on va détailler chacune de ces étapes et on va examiner ensemble les travaux qui auront été repris dans ces différentes étapes. Donc ici, on voit que au fur et à mesure, eh bien, le label peut évoluer. Donc milieu du label C, puis partie haute du label C, partie basse du label B et carrément donc atteindre le niveau du label A. Ensuite, vous avez ici donc toute une série à nouveau, hein, vous voyez ça ressemble à des flèches ou à des toits de maison. Donc ce sont les différentes étapes qui sont, symbolisées, par ces éléments. Donc vous avez ici, une partie, existante, donc la partie initiale ou, initiale modifiée, donc ça on va voir ça dans la suite du rapport, dans laquelle vous retrouverez donc l'adresse du logement, le type de logement, l'année de construction si celle-ci est disponible ou connue ou estimable. Vous avez ensuite ici la superficie de plancher chauffé. Alors on en parlera encore dans la suite du rapport, mais pour vous expliquer rapidement, donc la superficie de plancher chauffé, c'est vraiment l'ensemble des planchers, donc que ce soit rez-de-chaussée, premier étage, donc vraiment l'ensemble des surfaces de chaque étage qui font partie donc de ce qu'on appelle du volume protégé, donc c'est-à-dire le volume que l'on désire isoler ou que l'on désire chauffer. Et donc cette superficie est comptabilisée partout là où on a au minimum 1,50 m de hauteur libre. Donc ici, dans ce cas-ci, on a 240 mètres carrés de plancher chauffé. Alors cette superficie est importante, donc on la nomme ACH. Pourquoi? Parce que les labels que l'on voit, donc label F, C, B, A, représentent une certaine quantité d'énergie, donc des kilowattheures, sur une année et par mètre carré. Eh bien, c'est par mètre carré de plancher chauffé. Donc, au plus on aura une grande superficie de plancher chauffé, eh bien, au plus aura un impact positif sur le label, puisque l'on divise donc notre consommation en kilowattheure théorique ou réelle en fonction des données qui ont été encodées dans le logiciel et qui étaient disponibles par rapport aux consommations du bâtiment. Donc divise cette consommation et nous donne donc une consommation en kilowattheure par mètre carré. Alors vous retrouvez ici rapidement donc les différents travaux qui sont envisagés à chaque fois dans l'étape. Vous avez à chaque fois les pages qui correspondent à ces travaux. Vous avez les coûts estimés. Alors les coûts estimés correspondent soit à des prix, on va dire, théoriques que l'on a dans les bases de données, soit tirés directement des devis que on aurait pu avoir lors de la première visite que vous auriez pu envoyer par mail ou à un autre moment, donc avant l'élaboration du rapport.
Alors il faut savoir que les coûts estimés ne reprennent pas l'ensemble des coûts des travaux. Donc si je prends un exemple, au niveau d'une isolation de toiture, Heu, donc pour l'isolation de la toiture, on va tenir compte du coût de la fourniture et de la pose de l'isolant en tant que tel, de la fourniture et de la pose, éventuellement du, pare ou frein vapeur, puisque ça constitue, vraiment, le complexe isolation-étanchéité. Mais, on ne tiendra pas compte du coût, des finitions par exemple, donc fourniture de, plaques de plâtre, peinture, donc ce genre de choses n'est pas repris dans les coûts estimés, pour les différents postes liés, aux économies, d'isolation, dans, les rapports. Alors les gains estimés, moi je mets toujours un bémol par rapport aux, valeurs en euros, parce qu'il faut savoir que si vous économisez, 1 472 € par an, c'est-à-dire qu'à l'origine, vous étiez censé les dépenser. Alors bien souvent, par rapport à la réalité, on remarque, même quand on prend une partie donc des consommations réelles du bâtiment, on remarque que c'est, surévalué. Et quand on ne travaille qu'avec les consommations, théoriques, ce qui n'est pas le cas dans ce rapport puisque l'on avait une estimation de consommation, de litres de mazout, par an, eh bien, on observe facilement entre la réalité et la théorie, entre, 50 à, 70 de décalage. Donc ici, comme on a déjà les consommations réelles, en termes de litres de mazout, c'est censé s'approcher un peu plus de la réalité. Maintenant, tout dépend éventuellement, pardon, bien entendu, du prix, de l'énergie au moment où on fait, le rapport par rapport au prix, de l'énergie, que vous avez payé, lorsque, vous avez fait le plein, des différentes citernes durant, l'année standard qui est considérée dans l'encodage. Et donc vous avez, ce même détail pour, chaque, étape. Alors si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, pour que vous puissiez éventuellement les reposer lorsque, on fera la présentation de la partie, heu, qui n'est pas théorique, mais qui se concentre, vraiment, principalement sur, le bâtiment, donc dans son état initial, ou initial modifié ou, projeté, dans la suite du rapport. Alors ensuite, sur la page numéro 2, vous avez un premier encadré ici, en haut à droite, où vous avez, lorsque donc vous voyez aussi, hein, il est marqué version, test sans valeur. Donc, je fais toujours une présentation d'abord, sans l'avoir enregistrée de manière officielle. Comme ça, si jamais il y a des modifications à apporter, que ce soit, une donnée, qui n'a pas été, prise en compte, ou, une information complémentaire qui viendrait, par la suite, ou bien tout simplement dans l'ordre des bouquets, si vous avez changé de travaux ou si vous avez changé de priorité, eh bien, on sait toujours les modifier, avant de faire l'enregistrement officiel. Alors une fois que, le rapport aura été enregistré de manière officielle, vous avez ici donc le numéro d'audit, qui sera, repris, la date à laquelle il aura été enregistré. Si jamais il a été modifié, vous aurez ici la date, de modification. Et quand il y a un certificat, disponible, il est censé noter, le numéro ici, mais donc voilà, il l'indique jamais quasi, donc il y a un petit bug, à ce niveau-là. Ensuite, vous avez, les coordonnées du bâtiment, vous avez s'il est disponible donc l'année de construction, une photo de la façade principale, le volume protégé, donc ici 373 mètres cubes, donc c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le volume que l'on désire, chauffer ou isoler. Donc ici, c'est le volume initial. Ensuite, parce que donc ici, vous avez, l'appropriation des combles, qui sont aménagés, plus la construction d'une annexe en partie arrière. Donc, ce volume-ci, va augmenter, dans la situation donc initiale modifiée. Donc la situation initiale, c'est vraiment la situation, du certificat énergétique lorsque je viens sur place. Donc ici, c'était, l'équivalent d'un plein pied, donc rien que le rez-de-chaussée. Et la situation initiale modifiée, c'est celle dans laquelle on va intégrer, donc les, aménagements, par exemple des combles,
comme ici, ou les extensions, les annexes que l'on va pouvoir créer par la suite. Donc pareil, superficie de déperdition, ça c'est vraiment l'ensemble des portes, fenêtres, planchers, murs, toitures qui seraient en contact directement avec l'extérieur ou avec d'autres espaces qui, eux, ne sont pas chauffés, comme des caves, des combles. Et donc là, vous avez 444 mètres carrés au total, et donc ça fait déjà une grande surface au travers de laquelle vous aurez des échanges de chaleur tout au long, pardon, de l'année. Et donc la superficie de plancher chauffé dont on a discuté juste avant. Et donc dans ce cas-ci, vous voyez qu'en situation initiale, elle était de 125 mètres carrés. Par contre, ici, on tient compte déjà de la situation initiale modifiée lorsqu'il y en a une, c'est pas tout le temps le cas. Et donc ici, vous voyez, on tient compte de la superficie de plancher chauffé future. Donc dans ce cas-ci, avec l'aménagement des combles et l'aménagement de l'annexe côté arrière. Vous retrouverez ici donc toutes vos coordonnées. Ici, un élément important, donc c'est le numéro d'agrément de l'auditeur avec ses coordonnées, et ensuite, lorsque le document est officialisé, donc la date et la signature. Alors voici le schéma général théorique au niveau de la conception de l'audit et du rapport d'audit. Alors ici, vous avez une habitation, une coupe d'habitation qui est dessinée. À l'intérieur de cette habitation, eh bien, on va vouloir maintenir une température de confort qui dépendra de notre taux de présence et de notre façon d'utiliser, entre guillemets, l'habitation. Et puis, durant une année standard, vous allez avoir des fluctuations de température entre les différentes saisons. Donc ça, ce sont des données qui sont fournies par les centres météorologiques de Belgique en fonction des régions. Et on va tenir compte de cette évolution pour calculer tout simplement les déperditions que l'on va avoir au travers de notre fameuse enveloppe au niveau de l'habitation. Donc l'enveloppe, c'est tout ce qui est toiture, murs, portes, fenêtres, plancher, donc toutes ces surfaces-là. Et donc on va au cours de l'année avoir différentes pertes. Donc la perte la plus importante, ici la première grande flèche, ce sont des pertes de chaleur dues à un manque d'isolation de la maison. La seconde flèche ici, ce sont des pertes de chaleur dues à un manque d'étanchéité, donc c'est-à-dire des fuites d'air. Donc quand vous avez des courants d'air autour des fenêtres, en dessous des portes, à la jonction entre les murs et les toitures, donc ça c'est une mauvaise étanchéité. Donc vous avez de l'air chaud qui sort et de l'air froid qui rentre de manière naturelle. La troisième flèche, ce sont des pertes liées aux besoins du renouvellement d'air, de la maison, pour tout simplement, eh bien, évacuer, l'air qui a été, utilisé, ou qui a été, pollué, et apporter à l'intérieur de la maison de l'air frais, donc de l'oxygène pour que, bien, on puisse, respirer et vivre de manière, saine, à l'intérieur de la maison. Alors quand il existe un système de ventilation complet conforme à la réglementation, eh bien on calcule directement les pertes précises liées à ce taux de renouvellement d'air en fonction de l'installation. Par contre, lorsqu'il n'y a pas d'installation, eh bien le logiciel regarde en fonction du taux de renouvellement d'air qui dépend de la nature des pièces et de leur surface, eh bien calcule une consommation ou une perte théorique. Alors face à ces 3 pertes principales, eh bien, nous avons des gains. Alors les premiers gains, ce sont les, apports solaires, donc le soleil qui va réchauffer donc la maison au travers des baies vitrées. Donc pour ça, on tient compte de la superficie, de la baie vitrée, du type de baie vitrée et de son orientation. Ensuite, on a ce qu'on appelle des apports internes. Alors les apports internes, c'est tout ce qui va dégager de la chaleur à l'intérieur de la maison. Donc c'est tout ce qui est électroménager, éclairage, ordinateur, nous-mêmes, qui dégageons de la chaleur, que l'on soit assis ou en mouvement. Donc tous ces éléments-là vont, réchauffer un peu,
l'habitation et c'est calculé de manière forfaitaire par rapport à la volumétrie, de, la maison en question. Alors une fois qu'on a fait le bilan sur une année, standard de toutes nos pertes et de tous nos gains, solaires et internes, on obtient ici la première grosse flèche, jaune, eh bien, c'est ce qu'on appelle les besoins nets en énergie. Vous avez exactement la même chose pour la partie production d'eau chaude sanitaire. Alors ça, elle est calculée en fonction du nombre de personnes réelles ou théoriques qui peut, occuper le bâtiment et de l'estimation de la consommation d'eau chaude, donc c'est-à-dire d'un nombre de douches, de bains, d'utilisation, pour, les vaisselles si, ça se fait à l'évier. Donc ça c'est estimé, ensemble, soit c'est, pris de manière forfaitaire à nouveau par rapport, au volume de la maison et au nombre de personnes, théoriques, qui occupent, la maison. Alors je reviens un peu ici sur ce cadre, central que j'avais passé tout à l'heure. Vous voyez ici que, l'on a, le niveau d'isolation global du volume protégé. Alors ça correspond ici à cette, 1re flèche. Donc c'est vraiment le niveau d'isolation, du volume protégé et on appelle, ce niveau d'isolation le niveau K. Alors, il ne tient pas compte que de l'isolation du bâtiment, il tient compte aussi de la, volumétrie du bâtiment, de sa forme et donc de sa compacité et donc ce niveau K, ici est de, 147. Alors il faut savoir que pour les nouvelles constructions, au jour d'aujourd'hui, lorsque l'on fait les modélisations, thermiques, eh bien la réglementation impose que ce niveau K soit inférieur à 35. Alors ici, ça signifie tout simplement que, bien entendu, compte tenu du fait qu'il y a, toute une série de, parois qui ne sont pas isolées encore ou, faiblement isolées, eh bien, on a encore une marge de progression au niveau de la performance de l'isolation globale, du bâtiment. Ici, vous avez les besoins nets en énergie pour le chauffage. Alors, c'est notre première grande flèche, ici, jaune, dont on a parlé juste avant. Eh bien, forcément, c'est un peu lié, ou même fortement lié au niveau d'isolation globale. Ici, comme il est assez mauvais, eh bien, vous avez un label, donc un besoin d'apport d'énergie pour le chauffage dans la maison qui est important. Et donc ici, nous sommes au label F. Alors vous avez ensuite une ligne, qui concerne la performance énergétique pour le système de chauffage. Donc actuellement, il est en label B, donc c'est, tout à fait correct et la performance énergétique pour les systèmes de production d'eau chaude sanitaire. Ici, nous sommes en label A, ce qui est également tout à fait correct. Pour l'instant, pas de production d'énergie, renouvelable et en termes d'émissions de gaz, carboniques, donc émissions de CO2 ou équivalent, vous êtes à plus ou moins 8 tonnes de CO2, par an. Donc on verra dans la suite à quoi correspond une tonne de CO2 par an pour que vous puissiez avoir, une idée de ce que ça représente. Alors si on continue, notre schéma, donc maintenant on a défini nos besoins, donc besoins, donc nets pour, le chauffage, besoin d'énergie nette pour la production d'eau chaude sanitaire. Et bien pour produire toute cette énergie, toute cette chaleur, nous allons utiliser différents systèmes. Alors on va utiliser les systèmes de chauffage. Bien entendu, ces systèmes de chauffage ne vont pas transformer 100% de l'énergie qu'ils reçoivent et la transmettre dans l'habitation. Ils ont ce qu'on appelle un rendement. Et ce rendement donc va occasionner des pertes euh, entre les deux. Et donc euh, vous allez avoir pour 100% d'énergie entrant dans le système de production de chaleur du chauffage, eh bien, il va peut-être vous en distribuer 60, 70, 80, ça dépend du système en question et de sa performance. Pareil pour la production d'eau chaude sanitaire, donc le système de production va avoir un certain rendement et donc nous allons avoir des pertes. Pareil ici en bas pour le système de refroidissement de climatisation éventuellement présent. Et vous avez ici la petite flèche avec le petit ventilateur qui lui représente tout ce qui est consommation électrique par les auxiliaires. Alors ce qu'on appelle les auxiliaires, c'est par exemple tout ce qui est ventilateur pour l'aération, c'est tout ce qui est circulateur pour faire circuler l'eau dans les circuits de chauffage, par exemple.
Donc tout ça constitue, des pertes et donc, des, consommations supplémentaires. Et face à ça, eh bien, vous pouvez avoir des gains, naturels. Donc ce sont à nouveau des apports solaires. Ce sont les apports solaires via des capteurs thermiques. Alors, ceux-là vont permettre de préchauffer l'eau chaude. Donc on va avoir, et vous le voyez ici, si je zoome un peu, vous avez à l'intérieur de la maison donc un ballon, un cumulus, un boiler, en fonction de comment on le nomme. À l'intérieur de ce, boiler donc, qui généralement fait déjà un bon, 200 à 300 litres de contenance, vous allez avoir un, circuit, donc un serpentin qui passe à l'intérieur. Dans ce serpentin va circuler ce qu'on appelle un fluide caloporteur, donc il va transporter les calories et donc il va les capter facilement et les retransmettre facilement. Et lorsque ce serpentin, ce liquide donc passe derrière les panneaux solaires thermiques ou dans des tubes thermiques, eh bien il va être chauffé assez fort par le soleil. Et lorsqu'il va le repasser dans l'eau qui est située dans le ballon dans la maison, eh bien il va transmettre cette chaleur à l'eau qui se trouve dans le ballon. Alors cela permet, d'avoir un préchauffage de l'eau qui, en fonction de la saison, eh bien, permet tout simplement de ne pas devoir utiliser, d'apport de la chaudière ou d'apport d'une résistance électrique ou d'une pompe à chaleur. Donc juste les panneaux solaires suffisent à monter l'eau en température pour pouvoir assurer donc soit, le chauffage et ou, l'eau chaude sanitaire. Parfois donc, c'est pas suffisant et donc il est, relié à, la chaudière ou à une résistance électrique ou un autre système de production qui lui va faire seulement le complément. Donc il peut apporter donc, soit une aide, soit, la totalité, de l'énergie nécessaire pour la production d'eau chaude, aussi bien pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire. Et donc lorsqu'on fait le bilan entre nos besoins, ce que l'on perd au niveau des systèmes et ce que l'on peut gagner éventuellement, grâce au solaire thermique, eh bien nous obtenons ici, la grande flèche, un peu plus foncée, donc quasi marron. C'est, donc l'énergie finale consommée dans le bâtiment. Alors ensuite à ce stade, on va regarder un peu les différents vecteurs énergétiques ou les différents, donc les différentes énergies utilisées et donc l'impact qu'elles peuvent avoir aussi sur l'environnement. Alors, il faut savoir que pour tout ce qui est, gaz et mazout, donc ils ont fait le choix de ne pas considérer les pertes, liées à l'extraction et au transport. Donc vous avez un coefficient de transformation de 1 pour 1. Pour tout ce qui est renouvelable, ou biomasse, donc tout ce qui est, fuel, bio ou comment tout ce qui est bois, bûches, pellets, là, comme c'est, du renouvelable, eh bien, vous avez un coefficient qui est inférieur à 1. Donc il peut aller de 0,6, 0,8 en fonction du type de, biomasse utilisée. Et pour tout ce qui est électricité, eh bien, nous allons, tenir compte du rendement des centrales électriques. Alors il faut savoir que les centrales électriques, ont un très mauvais rendement en Belgique qui est de l'ordre de, une trentaine de pourcents. Ce qui fait que pour pouvoir amener 1 kWh dans une habitation, eh bien les centrales électriques ont dû en consommer en réalité, 2,5 à 3. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les pertes de transformation. Et pour tout ce qui est, consommation électrique, aussi bien dans les certificats énergétiques que dans l'audit énergétique, eh bien, on va vous compter pour chaque kilowattheure consommé, on va vous compter 1,5 kWh en plus qui a été perdu lors de la transformation au niveau des, centrales. Alors c'est ce qui fait que, lorsque vous avez des rendements pour des, boilers électriques ou du chauffage électrique, vous avez un rendement, global qui est mauvais parce qu'on tient compte de ce rendement de production au niveau des centrales. Ça ne veut pas dire que l'appareil en soi a un mauvais rendement. Généralement, ils ont des rendements tout à fait, corrects, mais comme on tient compte des centrales, eh bien, ça fait chuter énormément le rendement global de l'installation lorsque celle-ci est électrique.
Et ça se voit dans les labels, donc vous allez tout de suite avoir des labels qui vont aller dans le F ou dans le G pour tout ce qui est appareil électrique. Alors c'est un peu différent pour tout ce qui est pompe à chaleur, puisque pompe à chaleur, bien entendu, ça utilise bien souvent l'électricité, mais la pompe à chaleur est un système particulier qui va permettre de prendre une certaine quantité de calories dans un environnement extérieur, que ce soit l'air, l'eau, le sol, et grâce à un système de compression et de détente à l'intérieur de la pompe à chaleur, eh bien, on va réussir à générer des sources de chaleur plus importantes que ce que l'on a prise dans l'environnement extérieur. Et donc ça va permettre de compenser donc cette perte de transformation. Et donc généralement vous avez ce qu'on appelle des coefficients de performance des pompes à chaleur qui varient entre 2 et 5 en fonction du type de pompe à chaleur. Donc ça veut dire que pour 1 kWh injecté dans la pompe à chaleur, eh bien, elle en ressort l'équivalent de 2 à 5. Ça, c'est une première possibilité pour, on va dire, contrer un peu ce phénomène. La deuxième, c'est l'utilisation d'une production d'électricité locale. Et bien souvent, pour le particulier, nous sommes actuellement dans l'utilisation des panneaux solaires photovoltaïques. Et donc là, bien pour chaque kilowattheure entre guillemets produit sur place, qui va être réinjecté en Belgique sur le réseau, hein, donc il n'est pas utilisé directement dans la maison, c'est réinjecté sur le réseau, mais vous avez votre compteur qui le décompte. Et bien dans l'audit énergétique, on va considérer que c'est 1 kWh que vous n'utilisez pas en centrale. Et donc là, on va vous déduire 1,5 kWh par kilowattheure produit sur place. Et donc lorsque l'on fait le bilan maintenant par rapport à tous ces éléments entre votre énergie finale, eh bien on obtient l'énergie primaire. Ça, c'est vraiment celle qui représente votre impact sur l'environnement, et on va y appliquer donc un coefficient de transformation qui va vous permettre d'avoir cette fameuse quantité de tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère par an. Alors, si jamais vous avez des questions par rapport à ces principes généraux, surtout n'hésitez pas à revenir vers moi en disant: «Oui, il y a tel point que je n'ai pas bien, compris», ou, si vous n'avez pas de questions, eh bien, n'hésitez pas non plus à, me le dire lors de la présentation en disant: «OK, le schéma général de l'audit était très clair, il n'y a pas de souci avec». Ensuite, vous allez retrouver donc toute une série de pages qui vont décrire un peu la situation initiale du bâtiment. Donc celle-ci, vous êtes censé la connaître un petit peu. Donc on va décrire un peu tous les systèmes, que ce soit de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de régulation d'émissions, donc tout ce qui est éventuellement radiateur, thermostat, tout ce qui est utilisation d'auxiliaires, pareil pour l'eau chaude sanitaire. Vous avez ensuite des descriptifs par rapport aux aspects non énergétiques en situation initiale. Donc vous avez des aspects généraux, donc si vous avez des fuites, des problèmes de stabilité, ça va apparaître ici. Lorsque vous avez les détections incendies qui sont incomplètes ou qui vont vont devoir être modifiées parce que vous agrandissez le bâtiment et que vous dépassez les superficies, donc vous avez la petite mention aussi détection incendie. Quand l'installation électrique n'est pas conforme, eh bien vous avez les informations sur l'électricité. Quand il y a le gaz, bah, vous avez aussi les informations sur le gaz. Le radon, c'est le gaz radioactif naturel qui s'échappe des sols, et donc en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez, eh bien celui-ci peut être présent. Donc à un certain stade dans les propositions d'amélioration, on est obligé de vous proposer de faire un test pour détecter si effectivement il y a du radon présent sur votre terrain. Pourquoi? Parce que eh bien s'il y en a, vous pouvez prendre des mesures durant les travaux pour éviter que celui-ci ne puisse pénétrer dans la maison. Donc c'est par exemple mettre des bâches anti-radon lorsque vous refaites les dalles de sol, ce genre de choses. Et lorsque vous avez des infiltrations, humidité, donc vous allez aussi les retrouver dedans. Donc ça peut être des infiltrations qui viennent du sol, ça peut être des infiltrations dans les toitures, euh, donc un peu toutes ces choses-là.
Ensuite, lorsque vous avez une situation initiale modifiée, c'est-à-dire que lorsque vous modifiez le volume, protégé, initial, donc dans ce cas-ci, on intègre les combles, vous avez la construction d'une annexe à l'arrière, et bien vous avez de nouveau la même chose, mais qui tient compte, des évolutions, de, l'intégration de ces volumes. Ici, vous avez, représenté de manière synthétique, donc là vous reconnaissez donc le schéma général que l'on vient de voir juste avant. Et vous avez ici la représentation de la situation initiale avec le niveau d'isolation global par rapport à la première flèche, les besoins nets en énergie pour le chauffage avec le label F que l'on a vu, les rendements pour le système de chauffage, label B, les rendements pour le système de production d'eau chaude, label A. Ici, vous avez les consommations en énergie finale, donc ici ce sont les réels. Pourquoi les réels? Enfin, sauf tout ce qui est partie électrique, parce que ça, on ne sait pas estimer de manière précise. Mais vous avez l'équivalent de vos 3000 litres de mazout par an, puisque, pour simplifier, donc, lorsque vous avez des kilowattheures, pour trouver le nombre de litres de mazout, vous devez diviser par 10. Donc ici, vous avez plus ou moins 3112 litres de mazout consommés par an. Donc c'est ce que j'ai repris dans le logiciel, dans ce cas-ci, en termes de consommation réelle. Et c'est là, lorsque vous avez des consommations théoriques, vous avez des chiffres qui sont complètement décorrélés de la réalité, où vous pouvez avoir facilement le double, voire un peu plus en termes de consommation théorique. Et c'est là où il faut être prudent et mettre des bémols sur les consommations. Dans tous les cas, ce qui est plus intéressant de regarder, c'est vraiment de regarder le prorata entre la situation de départ et la situation d'arrivée, et de voir poste par poste le pourcentage d'amélioration que ça engendre. Ensuite ici, donc vous avez l'intégration de la partie électricité, donc de l'énergie finale, et donc on tient compte des pertes ici ou des gains en fonction de si vous utilisez de l'électricité ou des pellets, biomasse ou tout simplement du gaz, du mazout. Donc ici on a juste un peu d'électricité en plus, pas grand-chose. Pas de production d'énergie alternative et nos fameuses 7,8 tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Et donc ici on vous précise qu'une tonne de CO2 équivaut à rouler 8400 km en diesel, avec une consommation moyenne de 4,5 litres au 100 km. Ou encore, et bien, tout simplement un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion par passager. Euh, donc bon, bah, ça fait 8 voyages au Portugal dans ce cas-ci. Ensuite, on tient compte en pointillé de la situation initiale modifiée, et c'est sur cette situation initiale modifiée là, lorsqu'elle est présente, que l'on va donc proposer les différentes améliorations pour la partie rénovation. Donc ici, on voit que comme on intègre des espaces qui ne sont pas isolés comme les combles, et bien forcément, on affaiblit encore notre niveau d'isolation globale. Ici, par contre, on monte en label, c'est un cas un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on vient ajouter une annexe qui, elle, bien entendu, est isolée, puisqu'elle doit répondre à la législation en vigueur. Et donc, vous augmentez ici, enfin vous diminuez plutôt vos besoins nets en chaleur par rapport à cette amélioration déjà. Ici, donc, le label de chauffage, donc là, il a augmenté. Pourquoi? Parce que dans la partie comble et annexe, bien entendu, on encode le chauffage qui va être mis en place. Et donc ici, dans ce cas-là, c'était la pompe à chaleur et production d'eau chaude sanitaire. Donc ici, elle baisse un peu, puisque bon, bah, elle est calculée aussi de manière forfaitaire par rapport au volume. Le volume augmente dans ce cas-ci, donc votre consommation d'eau théorique augmente aussi. Puis bon, il y a des salles de bain, salles de douche qui sont ajoutées. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le simple fait d'avoir une augmentation de la consommation d'eau fait consommer plus d'énergie pour également produire cette eau chaude. Ici, vous avez donc l'augmentation de la consommation d'énergie finale liée donc à cette augmentation de volume. Consommation, vous voyez ici, hein, électricité qui est plus importante parce que vous utilisez, eh bien, tout simplement la partie pompe à chaleur, comme expliqué tout à l'heure. Vous avez une partie de production d'énergie alternative liée à la pompe à chaleur, puisque
comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elle produit un peu plus dans ce cas-ci. Et donc, vous avez une faible proportion de votre consommation globale qui est renouvelable. Et donc ici, puisqu'on augmente notre consommation d'énergie primaire liée à l'électricité, eh bien, vous avez une augmentation d'émissions de tonnes de CO2 par an. Alors ça varie en fonction, bien entendu du projet et de ce qui est, encodé, hein. Donc si on encode dans le chauffage autre chose qu'une pompe à chaleur, bah, vous n'avez pas la partie électricité. Si par exemple, vous mettiez une chaudière pelée pour assurer le chauffage de l'extension ou tout simplement un feu au pelé pour assurer, le chauffage, de l'extension ou que, vous, étendiez le réseau de chauffage actuel, eh bien, ceci varierait beaucoup moins. Et pareil pour la consommation d'énergie finale, puisque ça resterait au mazout, donc il n'y aurait pas le vecteur électricité, et donc vous n'auriez pas cette augmentation non plus de tonnes d'émissions de CO2. Donc ça dépend vraiment du projet en question, et c'est ce genre de choses que l'on peut éventuellement modifier en fonction de l'évolution de votre ligne de conduite pour la partie rénovation. Et ensuite, vous avez la même chose, mais qui tient compte vraiment de l'ensemble des recommandations d'amélioration qui vont être proposées, c'est-à-dire des 4 étapes dans ce cas-ci que l'on a vu au tout début. Et donc au niveau d'isolation globale, vous pouvez arriver au niveau K40, label A en termes de besoin net en énergie pour le chauffage. Euh, Ici, donc, vous avez une petite baisse hein, au niveau des rendements. Puis là, vous avez une grosse baisse au niveau de la consommation d'énergie finale. Et donc, vous divisez quasi par 3 cette consommation. Ici, vous avez la possibilité de produire énormément d'énergie entre les deux. Donc, ce soit ici, je pense que c'est du photovoltaïque que j'ai mis. Donc là, vous pouvez complètement effacer votre consommation d'énergie primaire et produire l'équivalent de 112% de votre consommation d'énergie primaire. Attention que ça ne tient pas compte de tout ce qui est consommation des électroménagers, de l'éclairage bureautique et autres, hein. C'est vraiment uniquement tout ce qui est lié au système de chauffage, production d'eau chaude et ventilation au niveau de l'habitation. Et donc là, vous n'avez plus d'impact en termes d'émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, donc ici, dans la petite ligne, vous avez la situation initiale. On reprend le schéma général et puis vous avez flèche par flèche le détail en termes de consommation en kilowattheure, donc soit réel ou théorique en fonction de ce qu'on a pu encoder. Donc dans ce cas-ci, ce sont les consommations réelles. Donc le logiciel fait automatiquement un prorata en fonction des calculs internes. Et donc, bah, il vous dit que par rapport à vos pertes au niveau de l'isolation, eh bien, ça constitue sur votre consommation d'énergie finale plus ou moins 1800 litres de mazout. Donc on voit que c'est un gros poste sur lequel on va pouvoir travailler. Et vous avez ça pour chacun des postes. Vous avez ensuite la même chose, mais pour la situation initiale modifiée, donc qui tient compte de l'ajout de combles ou d'annexes. Ce qui est plus intéressant, c'est ce tableau-ci. Alors c'est un tableau qui va reprendre l'ensemble des parois qui ont été considérées dans le projet. Donc par exemple ici vous avez plancher des combles. Vous avez sa petite référence ici à côté. Alors c'est important parce que dans la suite du rapport, on ne parle plus qu'avec les références. On ne parle plus de plancher des combles. Donc vous allez voir apparaître T1, T2, T3, M1 dans la suite du rapport. Et donc si vous avez oublié à quoi ça correspond, eh bien il faut revenir sur ce tableau-là pour dire ok, T1 c'était plancher des combles. Alors pour chacune des parois, donc si vous avez des constats ou des suspicions, que ce soit de fuite, de stabilité, présence d'amiante ou ce genre de choses, vous allez avoir des petits sigles qui vont apparaître ici. Donc ici vous avez des petites gouttes d'eau sur la partie versante toiture, ce qui signifie que, eh bien, tout simplement, il y a la présence ou la suspicion de petites fuites qui sont à réparer. L'origine des informations, c'est si ça a pu être vérifié ou pas sur place, que ce soit de manière visuelle ou avec des documents que vous auriez pu fournir. Vous avez le label de la paroi. Alors le label, lui, est calculé directement par rapport à la performance d'isolation de la paroi. Alors la performance d'isolation de la paroi, on la regarde par rapport au coefficient U qui est ici.
Et ce coefficient U, donc ça s'appelle coefficient de transmission thermique. Donc il s'exprime en une certaine quantité d'énergie, donc des watts, que l'on va perdre par mètre carré. Et donc vous avez à chaque fois ici la surface en mètres carrés de la paroi considérée, donc plancher des combles plus ou moins 37 mètres carrés, et par différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça ici ce sont des kelvins. Donc bon après c'est la même chose, hein, la différence entre des kelvins et des degrés Celsius, lorsque vous avez un degré de différence, c'est pareil, c'est juste le point zéro qui est différent entre les deux notions. Et donc cela signifie que par exemple ici si vous avez 10 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien vous allez perdre 17,9 watts par heure en fonction des 37 mètres carrés. Et vous avez la représentation en termes de pourcentage et de barres graphiques que cette perte en kilowattheure représente donc ici sur l'année, sur votre consommation d'énergie finale. Donc ici par exemple on voit très clairement que les versants des combles, mais bon c'est logique puisqu'ils ne sont pas isolés, représentent une grande partie de la perte de chaleur. Si vous travaillez par exemple les versants des combles ici, eh bien cette proportion va baisser. Maintenant, bien, la chaleur, c'est un peu comme de l'eau. Lorsque vous avez un tuyau d'arrosage et que vous réduisez la section, eh bien, vous allez avoir le débit qui va augmenter. Et l'eau va toujours chercher un endroit par où passer. Eh bien, la chaleur, c'est pareil. Donc, elle va toujours chercher un endroit par où passer. Et si vous isolez certaines parties de la maison, eh bien, elle va préférer passer par les parties qui ne sont pas isolées. Et le flux qui va passer de chaleur qui va passer au travers de ces parois, eh bien, va légèrement ou beaucoup augmenter. Donc c'est le même principe lorsque vous isolez une paroi, mais que vous avez ce qu'on appelle un pont thermique, c'est-à-dire un point ou une bande qui n'est pas isolée, eh bien la chaleur va se concentrer sur cette zone-là et donc le flux va augmenter. Ce qui va créer bon, une légère baisse de température de la surface du mur en question ou du linteau par exemple ou du tour de fenêtre. Et c'est ce qui, si vous avez des pièces qui ne sont pas chauffées, vous avez un taux d'humidité assez fort, eh bien c'est là que vous allez voir apparaître des moisissures au fil du temps, par exemple. Ensuite, donc on va faire vraiment le point en fonction de tout ce qui est déperdition. Donc on va voir, et puis il faut prendre aussi un peu la somme de certains éléments. Par exemple, si vous prenez les fenêtres, bon ben voilà, bois simple vitrage, c'est un peu plus de 6%. Un bloc de verre, si vous prenez le bloc de verre tout seul, vous dites bon bah ok, c'est moins d'1%, ça m'intéresse pas. Mais ça fait partie des fenêtres. Donc si vous prenez par exemple F1, F3 et F4, eh bien à E3, ils représentent un bon 8% de perte de chaleur. Donc ça devient un poste intéressant lorsque vous les regroupez. Et donc dans ce cas-ci, on voit que bien, ça représente au niveau de l'enveloppe 87% de perte de chaleur par rapport à votre consommation d'énergie finale. Ensuite, eh bien, vous avez un petit récapitulatif des petits problèmes non énergétiques ici. Vous avez l'évaluation de l'étanchéité qui, elle, est complètement subjective. Donc, c'est en fonction de l'état des menuiseries extérieures, de la jonction mur-toiture. Donc, on définit tout simplement un état, donc mauvaise étanchéité, étanchéité moyenne ou bonne étanchéité. Et donc en fonction de ça, il vous calcule les pertes théoriques liées à cet état d'étanchéité à l'air. Donc là, c'est estimé à plus ou moins 8%. Les pertes dues au besoin de renouveler l'air pour apporter de l'oxygène dans les pièces est estimé à 6%. Ici, les apports solaires sont estimés à quasi 15% et les apports internes à 5%. Donc ça quasi 20% de gains, on va dire, naturels repris dans les estimations. Ce qui fait que les besoins nets en énergie pour le chauffage représentent 81% de votre énergie finale. Les besoins pour l'eau chaude sanitaire représentent 11%.
Et tout ce qui est lié au système, vous voyez ici, hein, la pompe à chaleur, en termes de perte et de gain, c'est négatif dû, donc à l'explication que je vous ai, donnée, tout à l'heure, donc parce qu'elle amène plus de calories, dans, la maison que ce qu'elle n'en prend à l'extérieur. Et donc ça permet de, au niveau global sur, les pertes liées au système, de faire baisser, drastiquement, la proportion puisqu'on est ici à 8. Si on était resté avec, tout simplement avec le chauffage central, d'origine, bien vous voyez, vous enlevez ces 21 là, donc on était quasi à 30 pour le système de chauffage, actuel. Ensuite, bah là, vous voyez, on va passer, dans la présentation, de la situation après, travaux et rénovation. Donc là, on quitte entre guillemets «la partie présentation, théorique». Je vais juste, partir sur quelques, éléments qu'on retrouve après. Donc en fonction des différents travaux qui sont proposés, eh bien vous allez avoir, ce qu'on appelle les détails de travaux juste en dessous. Alors ça, ce sont des, petits éléments que vous pouvez, déjà lire, entre guillemets «à votre aise», puisque ce sont des éléments, techniques et théoriques, qui peuvent être intéressants, surtout, pour, prêter attention, lors des travaux, mais aussi lorsque vous devez, discuter avec, certains entrepreneurs. Alors vous avez soit des petits textes, qui sont mis directement par l'auditeur ou, par le logiciel de manière, standard en fonction de la recommandation en question. Donc forcément pour la réparation de fuites, bah, il va vous, recommander de réparer ces fuites-là parce que elles peuvent avoir un impact sur certaines parois, que vous allez vouloir isoler. Donc, prenons par exemple que dans ce cas-ci, vous aviez des fuites au niveau de la toiture, mais que, vous vouliez isoler votre plancher des combles, eh bien, malgré tout dans le logiciel, les fuites, devaient apparaître parce que, s'il pleut à l'intérieur des combles, eh bien ça peut mouiller, votre plancher des combles et donc, à terme abîmer l'isolation de cette paroi-là. Donc les parties, humidité, gestion de fuite, sécurité, sont toujours des éléments prioritaires, même si, de premier abord, heu, ça n'apparaît pas, entre guillemets «nécessaire» par rapport à l'isolation du bâtiment, mais ça a un rôle de, protection, générale. Alors ensuite, si on prend le cas du versant de toiture, vous avez sa composition avant amélioration, donc vous avez des couches, soit réelles ou parfois bon, estimées, donc généralement ces couches-là sont pas importantes, vous voyez, hein, d'ailleurs que, ce R qui est ici, donc ça représente, ce qu'on appelle la résistance thermique. On en parle souvent au niveau des isolants, on demande des isolants avec un R très élevé, donc 3,5, 4, 5. Donc au plus, ce R est élevé, donc ça veut dire au plus la résistance, de l'isolant à laisser passer la chaleur est forte. Donc ici, bah, ces couches-là n'ont aucune résistance, hein, donc la chaleur les traverse, très facilement puisque, il n'y a aucune étanchéité, c'est de l'air qui est ventilé, ce genre de choses. Donc vous avez une couche de tuiles, ou d'ardoise, ça change rien. Vous avez donc en dessous de cette tuile ou de ces ardoises, une circulation d'air extérieur. Ici, bon, ben, vous avez une sous-toiture, parfois c'est pas le cas. Et puis, bah, ici à l'intérieur, il y avait rien, donc il y a pas de finition. Donc, on est directement à l'air libre intérieur. Et donc ça vous donne un fameux coefficient U, de la paroi dont on a parlé tout à l'heure, qui est, estimé à 5 watts par mètre carré Kelvin. Ici, vous avez la situation après amélioration et vous avez encadré en vert les éléments que l'on va venir ajouter à cette paroi. Donc ici, c'est une isolation par l'intérieur. Donc on va venir isoler dans l'ossature bois actuelle, présente, voir si elle est insuffisante. Parfois on peut, faire une extension pour augmenter l'épaisseur. Donc ici on a, plus ou moins 6 centimètres d'épaisseur de chevron, donc c'est la première structure en bois directement sous les tuiles. Et donc vous avez ici le calcul, préciser le calcul que j'ai fait sur place. Donc vous avez plus ou moins 16,5 de bois et le reste d'isolant. Alors ça, c'est important à préciser parce que souvent les entreprises, font leurs calculs sans tenir compte,
de cette proportion bois lorsque vous avez des ossatures. Donc que ce soit pour les toitures, des contre-cloisons intérieures pour isoler des murs, ou dans une ossature bois, eh bien, ils ne tiennent pas compte lorsqu'ils proposent leurs épaisseurs d'isolant de cette fraction bois. Et donc cette fraction bois a un impact sur la performance globale de la paroi et donc sur le coefficient U global. Et donc ici vous voyez euh, ce qu'on appelle le coefficient lambda. Donc ça c'est la caractéristique d'isolation de l'isolant, enfin ou du matériau. Et au plus il est petit, au mieux, au plus c'est isolant. Donc l'isolant laine de bois, par exemple, a un coefficient lambda qui est de 0,038. Eh bien, lorsque l'on fait le calcul de proportion en tenant compte du bois avec son coefficient lambda et de l'isolant laine de bois avec son coefficient lambda, eh bien, lorsque l'on calcule le coefficient lambda moyen des deux, eh bien, vous voyez, c'est un impact important parce que le coefficient lambda moyen est de 0,061. Et donc ça, c'est un impact donc sur la fameuse résistance thermique calculée, puisque c'est tout simplement l'épaisseur du matériau en question divisé par le coefficient lambda. Et vous voyez tout de suite que si vous preniez les 6 cm, donc 0,06, enfin 0,06, pardon, divisé par le coefficient lambda de l'isolant qui est 0,038, eh bien vous obtenez une résistance thermique ici qui est normalement de 1,58. Donc ici on voit très bien que ce coefficient, donc cette proportion bois a un impact important dans le calcul. Et donc vous avez ce détail-là qui est intéressant par exemple à montrer aux entreprises. Vous avez la même chose mais pour la partie structure bois intérieure principale, donc c'est ce qu'on appelle les pannes, donc ce sont les longues, grandes poutres qui vont traverser toute la toiture. Donc là on a une proportion bois qui est de 4%. Et donc là, vous avez un coefficient lambda moyen qui est de 0,044 et donc une résistance qui est de 4,09. Et ensuite, vous avez le pare-vapeur et puis la finition intérieure. L'ensemble de tout ça fait qu'on a une résistance supérieure à 5 et donc on arrive à un coefficient U qui est tout simplement l'inverse de la résistance qui vaut 0,19 watts par mètre carré Kelvin. Pour pouvoir aller rechercher les primes au niveau des toitures, il faut absolument que ce coefficient global soit inférieur à 0,2. Donc vous voyez qu'ici, avec ces épaisseurs-là et ces coefficients moyens-là, nous y sommes tout juste. Donc il ne faut pas faire moins. Pour les murs, et d'ailleurs je crois que c'est le cas suivant, voilà, c'est ça, ce sont les murs de retombée au niveau des combles. Donc si vous les isolez par l'intérieur avec une ossature bois et de la laine de bois à l'intérieur, eh bien là il vous faut au minimum 20 cm, par exemple ici. Alors que dans la toiture, il vous fallait 6 cm et puis 18 cm. Donc au total, 24 cm d'isolant. Ici, eh bien, comme c'est une ossature différente qui prend entre guillemets moins de place, donc une fraction bois qui est moins importante en termes de pourcentage, eh bien, vous pouvez avoir une épaisseur plus petite. Et vous voyez d'ailleurs ici, vous avez une petite astérisque qui stipule que cette valeur reprend une autre règle de calcul que le calcul classique que l'on vient de faire juste au-dessus. Donc c'est ce que je vous expliquais, donc la différence entre les 0,98 et les 1,58 de mémoire. Et puis donc vous avez ceci pour toutes les parois. Ici c'est l'isolation du plancher des combles. Donc à nouveau, si vous isolez entre l'ossature bois, et bien au niveau du plancher des combles par rapport à sa proportion, il vous faut 22 cm d'épaisseur. D'ailleurs ici, en fait non, il vous faut plus puisque le calcul du U est pas inférieur à 0,20. Donc là je l'ai mis inférieur à 0,24 mais c'est pas un mur. Donc les murs, il faut que ce soit inférieur à 0,24 et les toitures inférieures à 0,2. Donc ça je changerai dans le rapport, mais ça veut dire que cette épaisseur-ci est insuffisante et qu'elle doit donc être plus grande. Ou alors, c'est de placer un isolant qui est plus performant.
ou c'est de travailler avec une isolation non pas dans l'ossature du plancher, mais de venir placer une isolation au-dessus de l'ossature et donc d'avoir une isolation continue. Par exemple, vous pouvez mettre des panneaux de polyuréthane qui sont faits pour l'isolation des sols, sur lesquels vous pouvez alors disposer des panneaux OSB sur lesquels vous allez pouvoir marcher et donc répartir la charge et ne pas donc abîmer l'isolant. Donc voilà, ça ce sont des solutions, ce sont les trois solutions possibles pour atteindre le coefficient autour des 0,2. Et donc vous avez ça aussi pour l'isolation des murs extérieurs. Donc vous avez toujours en vert ici la partie qui est ajoutée. Dans ce cas-ci, on a 14 cm de polystyrène avec tel coefficient lambda. Et ça permet d'arriver en dessous des 0,24. Alors je l'ai dimensionné ici parce que on a pu voir j'ai pu voir à un certain endroit la présence d'isolant dans le creux de mur, puisque c'est un mur creux dans ce cas-ci, donc vous avez une brique de façade, un vide qui peut être isolé ou non, et puis vous avez entre guillemets les murs porteurs intérieurs. Alors, s'il y a effectivement une isolation, eh bien, vous pouvez éventuellement réduire l'épaisseur extérieure, passer au moins à 12 voire à 10 cm en polystyrène. Bon, ça, il faut faire le calcul. Mais dans le doute, puisque j'ai pas pu l'observer, regarder partout, mais quand vous allez démonter les anciennes fenêtres en bois simple vitrage, jetez un œil dans le creux de mur pour pouvoir, par exemple, eh bien, visualiser si vous avez une isolation qui est présente ou pas. Si l'isolation n'est pas présente, il vous faut au minimum 14 cm. Si elle est présente, vous pouvez réduire un petit peu. Et ça, par exemple, ça peut être un calcul qui peut être fait ensemble. Si vous avez des murs pleins, donc où vous n'avez pas de creux, pas d'isolant, bah là c'est sûr et certain, les 14 sont nécessaires. Vous avez ensuite la même chose pour les fenêtres, les portes. Vous avez la description pour la partie détection incendie, donc il vous donne vraiment les éléments en fonction de votre installation. Quand vous avez viabilisation du logement, c'est parce que le bâtiment n'était pas occupé au moment des travaux et que donc là on arrive à un stade dans les travaux qui vous permet de vivre tout simplement dans le bâtiment. Donc ici l'installation électrique est terminée, tout ce qui est aménagement intérieur et tout ça est prêt, donc vous pouvez euh, théoriquement vivre dans le bâtiment. Les numéros qui sont ici, je le précise maintenant, ce sont les numéros des bouquets dans lesquels se trouvent à chaque fois ces recommandations. En 5, donc c'est procéder au fameux test radon. Donc là, il vous explique un peu ce que c'est le test radon. Ici, c'est éventuellement l'isolation du plafond de la cave, quand vous avez une cave. Vous avez, dans ce cas-ci, bon, comme tous les murs n'étaient pas proposés à l'isolation dans les bouquets supérieurs, bah, vous avez la continuité ici pour les autres murs plus tard, si vous en avez la possibilité technique et financière. Ici, vous avez la partie estimation de l'étanchéité à l'air. Vous avez la partie système de ventilation. Et donc là, on vous donne le tableau en fonction des différentes pièces de vie qui se trouvent en situation initiale modifiée dans ce cas-ci. Et donc en fonction de la nature des pièces, savoir si ce sont des locaux secs ou des locaux humides, et de leur superficie, on vous donne dans ce tableau le taux de renouvellement d'air, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes d'air par heure qui doit être renouvelé. Et ça, vous pouvez le faire suivant différentes méthodes. Et puis ici, vous avez par exemple la production de énergie solaire photovoltaïque. Vous avez ensuite dans la fin du rapport ici, tout ce qui est perte et besoin et tout ce qui est gain. Donc là, vous avez la légende par rapport aux couleurs et donc à ce à quoi ça correspond. Et vous avez ici donc un empilement de ces différentes pertes et besoins à gauche, les gains à droite, et la différence entre les deux, ici en rouge, c'est votre consommation d'énergie primaire et donc votre impact sur l'environnement. Ici, vous l'avez en situation initiale. La situation initiale modifiée, vous voyez que vous faites une augmentation de 50% de votre impact sur l'environnement. Et là, c'est lorsque l'on tient compte de toutes les améliorations
que l'on va voir dans la partie détaillée ensemble du rapport. Et donc là, vous voyez qu'elle est passée à gauche. Eh bien, tout simplement, quand c'est le cas, ça signifie que vous produisez plus d'énergie dans votre maison que vous n'en consommez pour le chauffage, l'eau chaude et la ventilation. Et ensuite, vous avez la vue du certificat énergétique, donc certificat énergétique en situation initiale et en situation rénovée. Alors, c'était peut-être un peu long, mais voilà la présentation théorique de ce que vous pouvez retrouver dans le rapport d'audit énergétique. Et maintenant, eh bien, nous allons, lors de notre rendez-vous, tout simplement passer aux choses sérieuses et rentrer dans la partie projet. Heu et si vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu dans cette vidéo de présentation théorique du rapport, eh bien, vous pouvez me les poser. C'est avec plaisir que j'y répondrai.